Aviva. Élections municipales 2020. Radio Aviva donne la parole aux candidats de Montpellier. Bonjour, bienvenue sur le 88 FM. Radio Aviva vous fait vivre ces élections, vous aide à y voir plus clair dans les projets des 3 derniers candidats encore en lice pour devenir le futur maire de Montpellier. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mickaël Delafosse, actuel président du groupe d'opposition au conseil municipal et candidat qualifié pour le second tour avec 16% des votes recueillis. Bonjour Mickaël Delafosse. Bonjour. À mes côtés, Armand Siboni. Bonjour Armand. Bonjour Thomas. Et Patrice Bitton, administrateur de Radio Aviva. Bonjour Patrice. Bonjour Thomas, bonjour Mickaël. Bonjour. Mickaël Delafosse, je rappelle que vous menez la liste intitulée Montpellier Uni et vous avez décidé de faire alliance en vue de ce second tour avec Coralie Mention, initialement candidate Europe Écologie Les Verts. Nous allons bien sûr y revenir au cours de cette émission. Une émission exceptionnelle, près d'1 heure accordée aux candidats et à retrouver très prochainement sur la page Facebook de Radio Aviva. L'occasion de parler gouvernance, santé, environnement, culture, sécurité ou encore urbanisme. Autant de thèmes qui ont animé cette drôle de campagne, c'est le moins qu'on puisse dire, Mickaël Delafosse. Rien qu'un chiffre pour en témoigner, 14, comme le nombre de candidats inscrits au premier tour. C'est un record en France, je crois, il y a 3 mois déjà. Alors comment l'avez-vous vécu pour commencer cette campagne ? Alors, drôle de campagne. Les journalistes parisiens parlent d'une campagne folle. Je tiens à dire que je ne m'associe pas à cette notion de campagne folle. Moi, je suis candidat depuis officiellement entré en campagne au mois de septembre, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de respect. Je n'ai jamais invectivé, eu des noms déplacés face à tous ceux qui ont participé au débat démocratique, parce que quand on s'engage dans une campagne électorale, on défend des idées. Quand on s'engage pour Montpellier, c'est d'autant plus respectable. Et chaque fois, je me suis efforcé de répondre aux débats qui nous étaient proposés. Je veux vous remercier très chaleureusement, Radio Aviva, de me donner 1 heure pour pouvoir justement déployer les idées, mes convictions, mes valeurs pour Montpellier et celles de mon équipe. Alors à ceux qui mettent des nez rouges sur leur nez, à ceux qui changent de camp, moi je crois qu'il faut parler à l'intelligence des Montpelliérains et des Montpelliéraines. Dans quelle ville voulons-nous vivre ? Sur quel projet voulons-nous nous engager ? Quels défis nous entendons relever ? Quel chemin voulons-nous emprunter ? Et donc, moi, je revendique ce sérieux. Ça fait pas beaucoup rire. Ça n'amuse pas, ça ne donne pas beaucoup de travail aux journalistes. Je parle des projets, des idées et des valeurs. Parce que je crois que Montpellier mérite de la hauteur, que le contexte de la crise sanitaire commande de la gravité. Et je crois que le débat démocratique doit être mené avec un état d'esprit de respect et d'apaisement. Justement, Mickaël Delafosse, parlons-en de cette crise sanitaire. Vous vous êtes fait plutôt discret pendant cette crise du coronavirus, néanmoins impliqué pour le conseil départemental dans la recherche de masques pour les auxiliaires de vie, les personnes en situation de handicap. Mais est-ce que cette crise, elle a aussi influé sur votre réflexion en tant que candidat ? J'aime beaucoup le fait que vous ayez relevé que j'ai été discret. Pendant cette crise sanitaire, des hommes et des femmes, mon épouse, cadre hospitalière, était sur ce que le président de la République a désigné comme la ligne de front, à essayer de sauver des vies, à essayer de trouver des solutions pour accompagner les familles dans le deuil. Où des gens relevaient nos poubelles parce qu'il fallait continuer à assurer le service. Où des gens dans les caisses de supermarchés, des commerçants, étaient ouverts pour assurer l'approvisionnement de la population. Tout le monde était à son poste. Et les hommes politiques, femmes politiques, dans ces temps de crise, des fois, il faut savoir se taire. Parce que le tintamarre médiatique dans lequel le pays a été livré pendant cette période de crise exceptionnelle, inédite. Moi, j'ai 43 ans, jamais je n'ai vécu ça. Jamais nous avons connu ça depuis l'après-guerre. Ça commande de l'humilité, ça commande de la retenue, ça commande de la décence. J'ai été très choqué de voir que quand le président de la République a dit le 11 mai, on déconfine, il va falloir voir comment les enfants retournent à l'école, comment l'activité économique reprend, parce qu'une grave crise sociale se profile, voir des commentateurs en tout genre se déchaîner, dire tout et leur contraire par rapport à il y a 15 jours. Et donc j'ai assumé cette discrétion. Et vous savez, quand on est une personne politique engagée,
le plus difficile, c'est de savoir se taire. Et moi, je me suis tu. Et j'ai fait mon travail de professeur avec des méthodes un peu nouvelles, de classe, on appelle ça les classes virtuelles, avec Zoom, enfin il y a tout un tas de logiciels qu'on a découverts, on a appris. Je me suis occupé de mes enfants parce que mon épouse était sur la ligne de front et j'ai été à l'image de millions de gens. On a dû se réorganiser. Mais en même temps, ça doit nous inspirer et réfléchir à notre vulnérabilité et à la nécessité de nous protéger. Et dans la campagne électorale du premier tour, j'avais défendu une idée, par exemple, que je mettrais en œuvre très rapidement avec le général Flores, commandant des pompiers, de créer une réserve citoyenne qui, lors d'une crise, les inondations, la neige, rappelez-vous, il y a 3 ans, la ville paralysée, la canicule, qui est un risque qui nous menace régulièrement à Montpellier, et là où une crise sanitaire. Cette réserve citoyenne qui sera constituée de citoyens qui sont pompiers en retraite, médecins ou toute personne de bonne volonté sera formée et sous l'autorité des pompiers pourra organiser les dispositifs de solidarité, aller voir les personnes âgées en situation d'isolement, apporter l'ordinateur à la famille qui est en difficulté pour assurer la continuité pédagogique. Voilà, imaginez que que le maire de Montpellier m'eût écouté en 2018 quand je lui faisais cette proposition, on aurait eu la réserve citoyenne dans cette crise. Nous aurions été encore plus efficaces pour assumer la solidarité. Elle n'a pas fait défaut, la solidarité. Mickaël Delafosse, est-ce que votre réflexion, votre mutisme réfléchi vous a conduit à enrichir votre programme de futur maire et votre statut de futur maire? Mais bien sûr. C'est pour ça que je crois qu'il faut prendre la mesure des choses. Il faut aujourd'hui, par exemple, sur la question de la santé, notre pays, la 6e puissance économique du monde, la France, a été dépendant du Maroc, de Madagascar, de la Chine pour trouver des masques. Nous avons été aux abois des laboratoires pharmaceutiques chinois et ailleurs dans le monde. Et moi qui aspire à devenir le maire de Montpellier est celui qui siégera dans le 62e maire d'une septième ville de France, qui a 800 ans, dont le 17 août 2020 fêtera les 800 ans de la faculté de médecine. J'ai la conviction que la reconquête que nous appelons de nos voeux de la souveraineté sanitaire, de la souveraineté en matière de santé, Montpellier a une carte à jouer. Moi, je veux bien commémorer l'histoire, j'adore, c'est très important, mais je veux regarder l'avenir. Et c'est par exemple le projet de Med-Vallée, au nord de la ville, et où nous voulons implanter des entreprises pour soutenir l'écosystème de la santé. Et le 17 août 2020, si je suis le maire et président de la métropole, nous signerons un protocole d'engagement pour constituer la Med-Vallée autour du pacte Hippocrate pour que Montpellier soit à la pointe de la reconquête de notre souveraineté en matière de santé. Voilà ce que ça m'inspire. Voilà Monsieur ce que le j'ai envie de candidat, porter. oui, OK pour l'idée, mais comment? Alors, d'accord, on a envie, on a une prétention, on a des ambitions. Comment allez-vous faire pour attirer toutes ces unités de la santé et exercer votre attraction très forte? Écoutez, il existe dans cette ville des forces incroyables. On a vu le CHU, on connaît le rôle d'ICM, de l'hospitalisation privée, on connaît le dynamisme de nos laboratoires de recherche, au CNRS, le pôle Agropolis. Pardon pour les omissions, parce que la liste est longue des forces vives. On connaît le dynamisme de la CCI qui a envie d'accompagner le territoire et qui me soit permis de rendre hommage au travail remarquable du président Del Jari pendant la crise et au-delà. Et donc, notre liste s'appelle Montpellier Uni. On n'a pas choisi ce slogan par hasard. Nous pensons qu'il faut unir nos forces. Et donc, moi, je propose que nous organisions un tour de table qui soit la mise en synergie. Aujourd'hui, chacun travaille dans son coin. On est prisonnier de pesanteur quand on veut travailler ensemble, voire même parfois d'un climat de terreur quand on veut travailler avec la région et le département. Et donc, je veux unir nos forces autour de ce projet de Med-Vallée. Et une gouvernance qui sera dédiée, un fonds d'investissement pour accompagner le développement des entreprises, parce que dans le domaine médical, il faut beaucoup de moyens. Et donc,
c'est réunir nos forces, unir nos forces autour de ce projet. Et étant en excellent terme avec la présidente de région, Carole Delga, très présente également par son action durant la crise, eh bien, elle m'a témoigné de sa volonté d'être à nos côtés. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, dans la grande région Occitanie, à Toulouse, il y a l'aéronautique. Et Michael, tu as raison, sur Montpellier, l'un des atouts maîtres, c'est la médecine. On est connu dans le monde entier autour de la médecine. Fédérer nos forces, unir nos forces autour d'une idée, Montpellier. Michael Delafosse, avant de continuer sur les projets, sur l'avenir, on va s'intéresser au présent, au quotidien des Montpelliérains et notamment à la question de la mobilité. Patrice ? Oui, Michael Delafosse, nous savons qu'une de vos propositions phares, évidemment, la gratuité des transports. Nous connaissons le budget, les recettes de TAM qui sont de 39 millions d'euros. Vous prévoyez que le coût de cette mesure est aux alentours de 24 millions d'euros, si les chiffres sont bons. Néanmoins, je voulais vous parler déjà d'un premier sujet, qui est le contournement ouest, où évidemment, vous avez abordé cette question, j'imagine, avec votre nouvel allié Coralimension. Donc la question déjà prioritaire, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde sur ce sujet ? Alors, juste un petit mot avant quand même sur la gratuité des transports. Je comptais y revenir, mais effectivement, Alors, on le traite tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Voilà. Je suis très heureux d'avoir... vous savez, quand vous faites une campagne de premier tour, vous avez dit qu'il y avait 14 listes. Je pense que c'est important, dans la clarté et la cohérence, de savoir se rassembler, d'essayer d'unir nos forces. Alors moi, je ne suis pas pour faire des listes qui rassemblent tout et n'importe quoi. Je suis pour de la cohérence. Et donc, avec Europe Écologie Les Verts, sur la problématique des enjeux écologiques pour Montpellier, sur beaucoup de points, nous avons des convergences et elles ont été établies. Mais nous avons posé une méthode dans cet accord de rassemblement. Ce que j'ai dit au premier tour, le programme du premier tour ne doit pas être contredit. Et donc, nous avons identifié nos points sur lesquels nous sommes d'accord, les points où nous nous enrichissons mutuellement. Et là, c'est la non-urbanisation du plateau des Bouisses, où on veut en faire un lieu emblématique de l'agroécologie. J'annonce aux Montpelliérains et aux Montpelliéraines que s'ils votent pour nous, il y aura des agriculteurs dans leur ville. D'ailleurs, il est important que les enfants retrouvent le cycle de la nature, qu'on retrouve un rapport à la terre. C'est aussi un des enseignements de la crise. Enfin, les pamplemousses qui viennent de Chine, quand même, c'est un peu le monde à l'envers. Donc, point d'accord. Sur la zone de Cambacérès, qui est la zone la plus polluée, nous allons sanctuariser 100 hectares pour y mettre une forêt urbaine qui aura une vertu à la fois d'agir sur un îlot de fraîcheur, mais aussi de capter du CO2. Et nous allons nous appuyer sur les travaux d'agroforesterie qui sont menés au pôle Agropolis pour faire cela. À Cambacérès, néanmoins, les projets engagés, la Halle French Tech et l'école Subdeco sera réalisée. Et puis avec Europe Écologie, nous avons acté ce sur quoi nous n'étions pas d'accord. Et dans la future majorité, à la ville comme à la métropole, sur ces sujets-là, ils auront le droit d'exprimer leur opinion et ils feront valoir leur point de vue. Mais moi, en tant que président de la métropole, j'inscrirai l'ambition d'avoir un boulevard urbain à l'ouest pour réduire le trafic de transit. Le point d'accord que nous avons sur lequel nous sommes totalement d'accord avec Europe Écologie et Verts, et les contribuables montpelliérains seront très contents de savoir cela, c'est que ce n'est pas l'argent de la métropole qui va financer le boulevard urbain à l'ouest. C'est à l'État. Parce que c'est sa responsabilité. Et que les investissements en matière de mobilité ou les investissements de la métropole doivent aller dans la réfection des trottoirs. On le voit avec la distanciation physique. Aujourd'hui, un piéton, il est obligé d'aller sur la route. Vous allez rue du Professeur Forgue, vous allez avenue de Saint-Maur, dans le quartier des Aubes. C'est ça que vous vivez. Et donc, moi, je défends le principe du boulevard urbain et c'est un des premiers dossiers que je défendrai. Et là, Coralie m'a dit, écoute, Coralie Mention, dans le cadre de notre majorité, nous pouvons disposer d'une liberté de vote. Qu'est-ce que vous a-t-elle donné son accord sur l'enfouissement du boulevard que vous aviez prévu au premier tour ? Vous vouliez précisément enterrer de l'avenue de la Liberté. Oui. Ça fait partie des choses sur lesquelles ça a été défendu au premier tour, c'est défendu au second tour, et c'est un projet qui se fera. Pourquoi ? Parce que justement, nous voulons permettre aux piétons et aux cyclistes d'aller
du centre-ville. Suivez-moi dans Montpellier, mesdames et messieurs les auditeurs. On habite les Cussons ou les faubourgs. Et comme on a acté, grâce à Europe Écologie Les Verts, le principe que le parc Montcalm ne serait pas urbanisé, on sera à 23 hectares de surface d'espace vert. Si on veut y aller à pied ou en vélo, il va bien falloir franchir l'avenue de la Liberté. Et aujourd'hui, l'avenue de la Liberté tue des piétons, menace des cyclistes, et elle est donc une frontière urbaine. Et donc ce projet-là, nous continuerons non seulement à le défendre dans la campagne, mais à le mettre en œuvre. Et cette avenue de la Liberté a besoin d'un traitement pour éviter ce chiffre qui est peu connu des Montpelliérains. Entre 2005 et 2020, il y a 138 personnes, parce que piétonnent dans la ville, qui sont morts d'un accident. Ce chiffre doit nous alerter, surtout dans une ville qui va être confrontée au défi du vieillissement, de nos seniors. Moi, je ne veux pas qu'on se sente en insécurité quand on marche dans la ville. Je veux qu'on sente qu'on est dans une ville apaisée. C'est quelque chose de très important, parce que justement, on a mal vécu dans ce confinement d'être un peu assigné à résidence. Que pensez-vous des voies cyclables qui émaillent aujourd'hui tout le centre-ville et que l'on voit partout Alors moi, je le dis très tranquillement. Moi qui suis un cycliste, moi qui aime le vélo, qui pratique le vélo pour mes déplacements et qui croit que Montpellier doit être une ville cyclable, je suis très surpris qu'on ait attendu un virus pour faire des pistes cyclables. Et je pense que les pistes cyclables doivent être faites en concertation dans le cadre de la révision de ce qu'on appelle le plan local de déplacement. Et donc, nous lancerons une concertation entre 2020 avec un objectif 2022 de mettre en place un nouveau PLD, de donner une place accrue au vélo, une disparition des 2 fois 2 voies, parce que ça crée sauf quelques axes, mais ça crée des artères urbaines qui, comme l'avenue Charles Flahault, là, qui a vraiment besoin d'être prise. Par contre, quand on est sur l'avenue de la Justice de Castelnau, Henri Marès, je préférerais qu'il y ait une voie pour un bus en site propre pour qu'on puisse utiliser les transports en commun de l'arrêt ligne 2 Montassinos, Saint-Éloi, Tonnelle, pour que quand on prend le tramway, on soit pas obligé de passer, quand on habite Castelnau et qu'on travaille au CHU, on soit pas obligé de prendre la 2, d'aller à la gare, de remonter par la 1. Bon, bref, là, on fait le choix de la voiture. Et puis, je suis pour cela parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur cette voie ? Il y a les camions de Nicolin, ils sont bien obligés de collecter les déchets. Alors, les embouteillages ne cessent de s'accroître. Ce que je veux dire, c'est j'aurais une politique en tant que maire très favorable au vélo. Je veux le dire. Ça me semble être un des modes de déplacement avec la révolution du vélo à assistance électrique qui permet clairement à beaucoup de gens de changer leurs habitudes de transport. Mais faire une politique pour le vélo, ça doit être une politique concertée, raisonnée. Et donc, on doit, par exemple, traiter pour la circulation la question des tournes à gauche. Et donc, ça doit être fait de manière posée, réfléchie, concertée. Même si je reconnais que cet urbanisme tactique participe aussi à un changement. Donc nous connaîtrions une réorganisation totale du plan de circulation, si je vous comprends bien. Il est très clair qu'à l'horizon 2022 sera mis en œuvre un nouveau plan local de déplacement, de circulation, et dont le but est le suivant: sortir le trafic de transit de la ville de Montpellier. Aujourd'hui, quand on habite Saint-Gély, pour aller à l'aéroport, on est obligé de passer par la rue Saint-Louis, Gambetta, et donc de dégrader la qualité de vie des quartiers. Et donc, c'est pour ça que je suis favorable au boulevard urbain. Et c'est aussi pour ça que je suis favorable pour que les gens qui habitent Montpellier intramuros et au-delà puissent avoir le sentiment que s'ils font du vélo, ils sont en sécurité, comme les piétons en sécurité. Et donc, nous allons aussi apaiser la ville. C'est un de nos engagements pour aller vers une ville 30. Combien de Montpelliéraines me disent: Monsieur Delafosse, s'il vous plaît, protégez-nous, abaissez la vitesse, mettez ici un dos. On doit aujourd'hui évoluer sur nos modes de transport, mais ça impose une réflexion cohérente à l'échelle de la métropole. J'ai une question préjudicielle quand même à tout ça, parce que vous avancez énormément d'annonces qui vont coûter. Et vous aviez annoncé aussi, mais on en reparlera tout à l'heure, qu'en matière de fiscalité, il y aura une stabilisation, voire une diminution, si je vous ai bien suivi. Stabilité. Alors, comment financer toutes ces annonces que vous avancez ? Attention, moi je suis très soucieux de l'argent public. Je suis élu aux finances du département, et même si là nos finances vont être impactées par la crise, tout le monde le comprend bien, je suis un élu qui a la fierté d'avoir désendetté
ces 3 dernières années le département, tout en réussissant à augmenter son niveau d'investissement. Comment ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a fait des économies de fonctionnement, des économies partout. Et vraiment, je veux remercier les services des finances du département qui ont travaillé. On doit réfléchir à nos modes de fonctionnement et on peut changer. Et on doit être dans un mode de conduite du changement. Alors, pour la métropole et la ville, d'abord, quand je parle du boulevard urbain, je ne dis pas que c'est les Montpelliérains qui payent. C'est à l'État de payer. Et pour faire payer l'État, il faut être unis. Il ne faut pas être fâché avec tout le monde. On a besoin de tous les députés, on a besoin de la présidente de région, on a besoin du président du conseil départemental pour que Madame Borne, ministre des Transports, fasse en sorte que le train s'arrête au moins une fois à Montpellier. Parce que pour l'instant, Montpellier regarde passer les trains, parce que comme on est dans un climat permanent où le maire est souvent fâché avec tout le monde, on n'arrive pas à apporter de manière unie des dossiers stratégiques pour le territoire. Boulevard urbain ici et tant d'autres. Ensuite, quand vous avez une révision du plan local de déplacement et que vous faites le choix de travailler sur la sécurisation des pistes cyclables, ça coûte beaucoup moins cher de faire des pistes cyclables que d'annoncer une 6e ligne de tramway, qui est visiblement un engagement du maire actuel, qui, moi, me semble pas soutenable financièrement. Je suis très pro-tramway. Moi, qui étais le disciple de Georges Frêche, je suis très pro-tramway. Mais il y a un moment, il faut être raisonnable. Et donc, les choix d'investissement, ça doit être davantage pistes cyclables, bus en site propre, pour faire en sorte notamment que le bus à hydrogène, qui a un potentiel technologique très important et qui sort notre dépendance énergétique des Saoudiens, moi je ne suis pas très fan de cette dépendance-là, permet à l'écosystème régional, en partenariat avec la présidente de région, de travailler là-dessus. Et c'est pour ça qu'on propose, par exemple, des bus en site propre, avenue de la Justice de Castelnau, Henri Marès, où là, beaucoup de gens pourront laisser leur auto de côté et utiliser les transports collectifs. Ou une voie en site propre, poussant Sabine, sur l'ancienne voie de chemin de fer, qui est un héritage du 19e siècle de la révolution industrielle sur notre territoire, et qui deviendrait une voie en site propre. Et donc, vous voyez, je fais le choix des mobilités avec des investissements moins coûteux, parce que je considère que le niveau de fiscalité à Montpellier, et je voudrais que nos auditeurs se posent cette question avec moi. La fiscalité à Montpellier est l'une des plus élevées de France. Taxe foncière, taxe d'habitation. Mesdames et messieurs, pendant 6 ans, vous avez payé un niveau de fiscalité très élevé. Où est la ligne 5 de tramway ? Où est la connexion de la ligne 1 vers la gare de la Mogère ? Où est le plan d'engagement de lutte contre l'absentéisme qui coûte 16 millions d'euros à la ville et à la métropole? Demandez des comptes sur pourquoi nous dépensons 10 millions d'euros pour exporter nos déchets à Marseille ou en Espagne. Posez-vous la question, pourquoi dépensons-nous 8,5 millions d'euros de dépenses de fonctionnement sur le MOCO, soit autant que sur le budget du musée Fabre qui, lui, a 200 ans d'histoire? Posez-vous ces questions. Interrogez-vous sur peut-être la nécessité de retrouver une communication publique plus sobre, plus respectueuse, moins coûteuse, moins onéreuse. Et donc, je dis qu'en maintenant le niveau de fiscalité, je ne prends pas un engagement qui est une promesse pas tenable de baisser l'impôt. Ceux qui disent ça, c'est d'ailleurs, M. Lévitin... Mais vos économies, vous allez les trouver où? Sur quel type de fonctionnement? Mais regardez, quand on exporte à 10 millions d'euros, quand on dépense 10 millions d'euros pour exporter nos déchets, c'est pour ça que je vais engager avec François Vasquez notamment une stratégie de la métropole zéro déchet. Je ne dis pas qu'on va aller à zéro déchet tout de suite, mais je dis qu'à un moment, quand on augmente la capacité de tri dans les cuissons, ce qui permettra de le rendre plus propre parce qu'il est sale actuellement, et qu'on mette 2 collègues de tri à l'entreprise Nicolin, eh bien, on exportera moins de déchets. Rien que ça, c'est 2 millions d'euros d'économie. 2 millions d'euros. Quand on voit certains arbitrages budgétaires, ils peuvent être redéfinis. Je le dis aussi, je pense que dans la gestion de la collectivité, j'irai m'entourer de directeurs généraux des services, dont dans leur lettre de mission, il y aura clairement revoir le taux d'absentéisme qui existe à la ville et qui s'est accru à la métropole. Et là aussi, il serait temps de rendre des comptes, ou plutôt, c'est trop tard. Il est temps que ça change. Parce que cette mauvaise gestion-là coûte aux Montpelliérains et aux Montpelliéraines. Chers auditeurs, posez-vous cette question. Georges Frêche a voulu ce niveau de fiscalité. Mais chaque
année, une maison pour tous, une médiathèque, une ligne de tramway. La ligne 5 de tramway aurait dû être en service en 2017. En 2017, là, si on suit le calendrier actuel, elle est en 2027, avec un surcoût de 69 millions d'euros supplémentaires. Et comme le maire actuel, il est fâché avec tout le monde, eh bien, on ne se fait plus financer de projets. Donc, c'est les Montpelliérains qui payent. Un exemple. La présidente Delga a proposé un appel à projet Grand Site Occitanie pour valoriser le patrimoine. Jean-Luc Moudin, qui n'est pas de son bord politique, le maire de Toulouse, a obtenu 1,4 million d'euros. Nous avons sans cesse interpellé le maire en lui disant « mais déposez un dossier, ça pourrait être la rue de la Barralerie, ça pourrait être la rue Foch, qu'on pourrait remettre, rehausser d'un point de vue qualitatif. Elle a une valeur patrimoniale, elles ont ces deux rues, Percé haussmannienne, Montpellier médiéval, une valeur patrimoniale exceptionnelle. » Eh ben finalement, on a eu 0 parce qu'on n'a pas déposé de dossier. Et donc, moi, chaque euro du budget de la ville et de la métropole doit être un euro utile aux Montpelliérains, géré de manière transparente, de manière sérieuse, de manière responsable. Michael Delafosse, nous poursuivons Montpellier au quotidien avec autre sujet majeur qui est celui de la sécurité. Nous avons bien évidemment épluché votre programme et la question que nous aimerions vous poser, c'est comment vous envisagez dans une ville qui vit quand même depuis ces derniers mois, ces dernières années, une montée assez flagrante de la criminalité, et y compris sur des crimes qui sont commis sur Montpellier. Et nous notons qu'il n'y a pas d'embauche au niveau de la police municipale. Attention, on a des embauches, mais je vais vous dire où. Alors, justement, total, comment vous envisagez cette politique? Comment 30 agents, police, voilà. Brigade d'intervention dans le logement social, 30 agents. Tout à fait. Alors, je vais vous dire une chose. D'abord, il y a un discours que je ne prononcerai jamais, qu'on entend toujours. La sécurité à Montpellier, c'est pas moi, c'est l'État. La sécurité, la politique de sécurité doit être une coproduction de politique publique, dont le maire et le préfet sont co-responsables. C'est insupportable d'entendre dire « c'est pas moi, c'est l'autre ». Je le dis avec la plus grande fermeté. Il est temps de réaffirmer les principes et l'autorité républicaine dans l'espace public à Montpellier. Le dire, c'est commencer à le faire. C'est reconnaître qu'il y a un problème. Quels sont les problèmes en matière de sécurité? C'est que dans notre ville, le commerce de drogue semble se répandre en toute impunité. Maire, quand un commerçant aura procédé à du trafic de drogue dans son commerce, il subira une fermeture administrative. Quand les lycéens du lycée Jules Guesde, qui sont mes anciens élèves, me disent « Monsieur Delafosse, nous savons où sont les dealers, ils sont à l'entrée du lycée », je leur réponds qu'en accord avec la présidente de région qui a compétence sur les lycées, que la police municipale sécurisera les abords des établissements scolaires face à la drogue. Parce qu'il y a là un enjeu de reconquête républicaine. Que ces petites capsules d'argent-là, qu'on voit pulluler dans la ville, il y aura un arrêté d'interdiction de vente aux mineurs de cette saloperie qui détruit la santé. Je le dis avec clarté. Je le dis aussi que quand un agent public de chez Nicolin, un professeur des écoles, quand un fonctionnaire de la mairie sera victime d'un acte d'agression, systématiquement le maire de Montpellier sera partie civile, car nous sommes du côté des victimes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la ville a les moyens de pouvoir assumer? J'y viens. Et donc, ce que nous proposons, c'est un changement stratégique d'organisation de la police municipale. J'en ai discuté avec le directeur de la sécurité publique. J'ai travaillé avec un homme qui, je crois, fait autorité en matière de sécurité parce que, dans des temps difficiles, il a su protéger et trouver les mots à l'égard des Français. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui est venu publiquement appuyer notre programme en matière de sécurité. Nous disons quoi? Les 186 agents de la police municipale, il faut que leur mission soit clairement définie. Ça doit être une police de proximité, affectée, dont les agents sont affectés dans chaque quartier de la ville, pour être connus des commerçants, des directeurs d'école, des comités de quartier, des habitants. Une police qui connaît son terrain, qui connaît sa population et qui fait ensuite le lien
avec la police nationale. Parce que si là, il y a une incivilité, elle rappelle la loi et elle fait autorité. Donc et vous la restaurez alors qu'elle a été supprimée du temps sous un précédent mandat présidentiel. Police de proximité qui coopère, qui collabore avec la police nationale. La sécurité est une coproduction. Ensuite, que disons-nous ? Nous disons qu'il y a des endroits d'insécurité. Combien de personnes âgées m'ont pris comme ça, Monsieur Delafosse, je n'ose plus aller à l'orchestre, je n'ose pas aller à l'Agora des Savoirs, je ne vais pas emmener mes petits-enfants manger en ville car j'ai peur de prendre les transports en commun. Eh bien, nous créons une police des transports de 30 agents. J'avais proposé cela au maire dès 2018 avec Julie Fraîche, qui est au nom de l'opposition municipale. Ponce Pilate, il n'y a rien à faire. Et donc, sécurisation des transports. Parce que là, si on n'a pas de police des transports, le tramway et le bus ne sera pas sûr. Et puis enfin, sur un dispositif qui a été inventé à Paris, la brigade d'intervention du logement social. Parce que qui est victime de l'insécurité ? C'est toujours les plus fragiles. Bon, quand on a un peu de moyens, on se protège, on a une bonne assurance, enfin voilà. Même si, évidemment, le droit à la sécurité, c'est un droit qui doit être universel. Et donc, les bailleurs sociaux, ils vont devoir adhérer à un GIP, ACM, FDI, etc. Et donc, ils vont financer une brigade qui va être présente parce que les pieds d'immeubles ne doivent pas être tenus par les dealers. Parce que quand on rentre chez soi, on ne doit pas sentir qu'on est en situation de la boule au ventre. Et il y a un certain nombre de quartiers où il est important de trouver des réponses adaptées. Donc, en plus de cette police municipale de proximité, sur le parc social, il y aura une présence d'agents de sécurité. Donc, c'est les fameux 30 agents dont vous parliez au départ. Donc, au total, c'est 60 recrutements nouveaux sur des missions clairement définies. Parce que quand les missions ne sont pas définies, on fait tout et n'importe quoi. On fait mal son travail et on ne se sent pas bien dans son travail. Michaël Delafosse, j'ai envie de vous lancer un défi après tout ce que j'entends. Est-ce que vous prenez l'engagement qu'en fin de mandat, Montpellier sera une ville apaisée réellement au niveau de sa population et au niveau de la délinquance et au niveau de la criminologie ? Je vais mettre toute mon énergie à être un maire qui protège. Chaque fois qu'il y aura une situation, je ne me défausserai pas en disant c'est pas moi, c'est l'autre. La responsabilité du maire, c'est de faire en sorte que quand il y a un crime de sang à Saint-Paul, on va voir les habitants, on essaye de trouver des solutions et on essaye de comprendre pourquoi ça s'est passé et d'accompagner la police nationale à lutter contre cette grande criminalité. C'est la responsabilité. Et pour ça, cela commande que le maire soit exemplaire, que dans son rapport à la justice, c'est pour ça que prochainement nous présenterons tous les casiers judiciaires vierges. Parce que pour demander le respect de la règle à tous, il faut que ceux qui sont en situation de responsabilité soient eux-mêmes exemplaires. Je le dis, je suis professeur d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique. J'apprends aux jeunes le respect de la règle. Je crois que la règle, c'est le fondement même d'une société. Et celui qui transgresse la règle doit trouver une sanction adaptée, proportionnée, pour pas qu'il ne refasse de bêtises. Et celui qui ne cesse de transgresser la règle, eh bien, il doit être sanctionné comme il se doit. C'est pour cela, excusez-moi, j'insiste beaucoup là-dessus, qu'un partenariat Cela signifierait qu'un conseiller municipal mis en garde à vue et suspendu sera immédiatement démis de ses fonctions. Immédiatement démis de ses fonctions. Je le dis très clairement. On ne peut pas demander... Moi, je suis très choqué. On ne peut pas demander il faut lutter contre la délinquance, mais quand il y a de la délinquance en col blanc, c'est pas possible. Je le dis très tranquillement. Il est important que notre société, on ne doit pas avoir peur de la règle et de la loi. La loi, c'est le fondement du contrat social. C'est comme ça qu'on se protège. Je sacrifie une partie de ma liberté pour garantir l'intérêt général et la vie du bien commun. Et donc, ceux qui ne respectent pas la loi doivent avoir une sanction adaptée. Quand il s'agit d'un mineur, eh bien, on doit le sanctionner et reconstruire un parcours éducatif pour pas qu'il recommence. C'est de cela dont il faut parler. Il faut une forme de réaffirmation de l'autorité de la République. Michaël Delafosse, la sécurité est un terme très très important dans cette campagne, très, très employé par les différents candidats, mais il y a un thème un peu moins abordé depuis le premier tour, c'est celui de la culture, qui nous tient à cœur évidemment à Radio Aviva. On aimerait avoir un peu votre
Votre avis sur la question? Bon, écoutez, Michael Delafosse, je voudrais rappeler que vous avez été de 2008 à 2012 adjoint à la culture d'Hélène Mandroux. Ce qui est évident, c'est que la culture est un fleuron pour la ville et la métropole, le nombre de festivals, le nombre d'événements. Vous êtes le créateur des AT, de l'Agora des Savoirs. Mais est-ce que tout ça va se maintenir? À quel coût? Et quel fleuron allez-vous développer dans ces sillons-là? Alors, je vais réagir. La culture a été absente de cette campagne. Ça en dit beaucoup. Pour ma part, elle a été omniprésente. J'ai fait ma déclaration de candidature dans un théâtre, pas loin d'ici, Pierre Tabard. J'ai fait le choix d'utiliser une bande dessinée pour défendre mes idées sur la gratuité des transports, et c'est un artiste qui l'a réalisé. Nous avons présenté en fin de campagne nos propositions sur la culture dans un petit tiers-lieu qui s'appelle Murum, un lieu d'hospitalité des artistes pas loin de Radio Aviva. Je n'ai refusé aucun débat dans une radio associative, ô combien leur rôle est précieux comme passeur de savoir, de citoyenneté. Je voudrais vous jeter des fleurs encore, mais voilà. Et donc, pour moi, c'est le cœur du projet Montpellier, la culture. Et c'est le sens de nos sociétés. Oui, mais aujourd'hui, la culture est malade après la crise que nous venons de vivre. Bien sûr. Comment la restaurer? Et donc, je pense que c'est une opportunité extraordinaire. Je souhaite que Montpellier retrouve son esprit pionnier en matière de culture, que nous soyons capables de mobiliser l'ensemble des institutions culturelles et d'avoir aussi une politique d'hospitalité à l'endroit des artistes et des créateurs pour qu'ils puissent inventer. Nous devons être là dans un temps d'esprit pionnier. Georges Frêche fut pionnier en 82 quand il a créé Montpellier Danse, quand il a créé l'orchestre de Montpellier. J'avais essayé, et merci de cet hommage, Monsieur Sibony, d'avoir un peu cet esprit pionnier en lançant les AT, une politique en faveur de la connaissance à travers l'Agora des Savoirs. Je crois c'est cet esprit-là que je veux porter. Je ne vais pas vous dire, oui, donc nous allons créer un grand festival, on va faire ça. Non. Moi, j'ai envie de faire confiance. J'ai envie de créer quelque chose d'apaisé, où les artistes, les acteurs culturels, tous viennent nous porter des projets novateurs. Et si Madame Chevalier vient me dire, Monsieur Delafosse, directrice de l'orchestre, oui. Nous aimerions que ce magnifique orchestre puisse jouer au Parc Montcalm, parce qu'à un moment, dans un théâtre de verdure, nous pourrions offrir un grand moment de partage, de rassemblement, un peu comme à l'image de Chicago dans le Millennium Park, qui est quelque chose d'extraordinaire, eh bien là, elle trouvera immédiatement une forme de volontarisme de ma part. Et ce n'est pas des coûts supplémentaires, c'est de savoir travailler. Et là, moi, en matière d'ingénierie financière, j'ai déployé quelques talents quand j'exerçais à la culture, puisqu'on a réussi à faire tout ça à budget constant, et donc on a créé des politiques nouvelles. Et donc, on doit faire ça. Et puis, en unissant nos forces avec la région, avec le département, mais nous allons mieux accompagner la dynamique culturelle. Parce que si l'esprit, c'est de continuer à être fâché avec tout le monde et de querelle, oui, il n'a pas fait ci, oui, le logo de là. Non mais attendez, c'est insupportable. La culture, elle a besoin de sérénité. Pascal Lebrun-Cordier a été remercié sur Twitter, où Numa Ambursin, directeur artistique du Carré Sainte-Anne, a été censuré dans ses écrits, où Régis Penalva, directeur de la Comédie du Livre, a été congédié alors qu'avec talent, il a apporté cette manifestation littéraire, où Jean-Paul Montanari a été parfois invectivé publiquement, ou Étienne Schwartz, qui avait fait un travail formidable à la Cité Gélie en dirigeant la chapelle, lieu novateur, a été licencié, ou Julien Bouffier s'est vu supprimer le festival hybride. Ce climat de terreur, ce n'est pas celui que j'incarne et que je veux porter. Je veux respecter, apaiser. Je veux trouver et travailler avec l'ensemble des acteurs. Je ne dis pas que des fois, il n'y aura pas des séparations, mais elles doivent aussi se faire de manière respectueuse. Je souhaite que nous puissions être dans cet esprit pionnier d'invention, mais je souhaite, je le dis, que notre gouvernance, que notre ville soit apaisée. Il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. L'invective, ça ne règle pas les problèmes des gens. Aujourd'hui, nous devons régler les problèmes des Montpelliérains. Nous devons veiller au rayonnement de notre ville. Il faut qu'on dise qu'à Montpellier, il s'invente des choses. C'est ça, Montpellier. C'est une ville qui porte en elle
de la création, de l'invention, et qui collectivement nous tire vers le haut. Voilà le maire que j'entends être et la méthode que j'entends déployer. Nous avons tant à faire ensemble. Michael Delafosse, une ville apaisée, c'est une ville où l'urbanisme est cohérent. C'est le thème que nous souhaiterons aborder avec vous maintenant. Patrice ? Oui, donc là, je fais appel évidemment. Armand nous faisait état de votre portefeuille d'adjoint à la culture, et nous savons également que vous avez été aussi l'adjoint à l'urbanisme sous le mandat d'Hélène Mandroux. Alors, vous avez été aussi à l'initiative de pas mal de projets, et notamment les fameuses Folies de Montpellier également. La question de nos auditeurs, c'est une question qui en fait nous amène sur une prospective. Comment voyez-vous déjà, quelle est votre vision de Montpellier dans 10 ans en matière d'urbanisme ? Merci de faire référence aux folies architecturales. Monsieur Sibony m'interrogeait sur les finances, et il a raison. Je voudrais juste raconter que l'Arbre Blanc, cette idée de dire que nous avions eu avec Hélène, de dire sur des terrains de la ville, ça a rapporté 5 millions d'euros, parce que nous avons vendu le terrain, à la ville. Ça permet de financer quasiment une école. Et puis, en faisant ce type de projet, on a parlé de Montpellier sur la terre entière, sans que ça coûte d'argent public. Et puis, on a donné aux Montpelliérains une controverse sur l'architecture. Alors, il y en a qui n'aiment pas, et il y en a qui adorent, mais il vaut mieux avoir des controverses architecturales plutôt que de se retrouver confronté à la banalité. Et donc, votre question est, quel urbanisme pour Montpellier ? Eh bien, il est clair que nous allons faire entrer Montpellier en transition écologique. Et que donc, notre urbanisme ne peut plus être celui du PLU de 2006, du plan local d'urbanisme de 2006, où nous voyons une maison. Montpelliérain voit exactement de quoi je parle. Une maison, et d'un seul coup, sur la maison, il y a un permis de construire. Il y a plein de maisons autour, et hop, on voit un immeuble se construire sans cohérence, sans qualité d'espace public, sans réflexion sur les services publics autour, l'école, la crèche et la circulation automobile. Donc ça congestionne le quartier. Et donc, cette bétonisation, nous allons y mettre fin. Et nous allons mettre de la cohérence. Alors, est-ce que nous allons arrêter de construire et de répondre aux besoins de logement des gens ? Évidemment, non. Mais nous allons le faire dans le cadre de projets. Et qu'il me soit permis ici de les évoquer. Vous parliez effectivement, Michael, excusez-moi, vous parliez de rééquilibrage au lieu d'extension. Et c'était un élément qui nous paraissait important de relever aujourd'hui. Aujourd'hui, les finances publiques de la ville, elles ne peuvent plus financer l'expansion. Parce que quand je parle de l'usage de l'argent public des Montpelliérains, leurs impôts, ils vont où ? Ils vont vers l'expansion de la ville. Le projet Aude à la mer, dont je parlerai peut-être après. Oui. Merci. Je vous confirme. M. Biton. D'expansion, on finance tout ça, mais ça ne profite pas aux habitants des quartiers. Enfin, on voit à Port-Marianne des trottoirs où les personnes en situation de handicap peuvent circuler, les cyclistes, où on peut faire tout à pied. Ça, c'est très bien. Mais ça se passe comment aux Aubes ? Ça se passe comment à Selle-Neuve ? Ça se passe comment à la Chamberte ? Ça se passe comment aux Beaux-Arts ? Bon, et bien là-dessus, il nous faut répondre. Et donc, nous voulons que les moyens publics soient consacrés à rééquilibrer la ville. Et là où nous allons développer des projets urbains, c'est par exemple la ZAC Pagésie. Alors, où c'est la ZAC Pagésie ? La ZAC Pagésie, vous savez, il y a le polygone, il y a le triangle, puis il y a cette zone de non-droit. Là, le bas du triangle, ce passage-là, qui est un coupe-gorge. Et comme les sujets de sécurité me préoccupent au plus haut point, nous allons conduire là une grande opération d'urbanisme. Alors, je veux le dire, Coralie Mention, elle est dans les starting blocks avec moi. Parce que là, on va à la fois favoriser l'extension du polygone pour conforter la locomotive commerciale de l'Écusson, parce que nous y sommes très attachés, et nous allons construire du logement, implanter du bureau dans cette zone-là. Et là, il faut de la densité. Et là, c'est de la densité... Donc de la verticalisation. Et donc de la verticalité. Mais à quel niveau ? Vous voyez bien que le triangle a un certain niveau et finalement, ça fait partie de notre paysage. Et nous pouvons sans doute avoir une belle concertation avec les habitants pour proposer d'aller un petit peu plus haut. Nous veillerons au respect du cône de l'aéroport et des réglementations dites IGH. C'est des termes techniques. Je suis très attaché, moi, au respect des règles. Voilà. Mais nous allons assumer une verticalité, par exemple, à cet endroit. De la même manière que nous allons
engager la ZAC de la République à Port-Marianne. Nous allons travailler sur la ZAC du Coteau, où nous travaillerons aussi sur un corridor écologique, ce qui améliorera la qualité de vie des nouveaux habitants de ce quartier et qui montrera notre ambition en matière de transition écologique. Sur la ZAC Guyot, qui est la ZAC de l'EAI, le parc est sanctuarisé et nous allons avancer sur Guyot. Et je le dis aux promoteurs, dans les ZAC, c'est-à-dire les zones de projet qui ont été discutées avec les habitants, vous pourrez travailler. Soyez d'ailleurs innovants pour la sobriété énergétique. Soyez innovants sur des appartements traversants, parce que le confinement a révélé des situations difficiles. Plus vous serez innovants à Montpellier, plus vous irez travailler dans les autres métropoles. Soyez innovants en termes de végétalisation. Soyez innovants en termes de végétalisation. Soyez innovants pour montrer que Montpellier est à la pointe de la transition écologique. Mais je le dis aux promoteurs, ça suffit, la prédation dans la ville, où j'achète une maison, où je fais croire aux gens que je vais l'acheter à prix d'or, et où d'un seul coup, je transforme cette maison en immeuble collectif. Il y a des règles. Elles valent aussi en matière de gouvernance de l'urbanisme. Et je sais qu'il y a beaucoup de partenaires de l'immobilier qui demandent des règles. Et j'ai été très clair dans la campagne du premier tour. J'ai dit, celui qui fera ça, ce sera goudron et plume. C'est justement, excellente transition, Mickaël Delafosse. Votre ralliement, enfin du moins le ralliement de Coralimention à vos côtés, a questionné les différentes fédérations dans le domaine de la promotion du bâtiment, qui, rappelons-le à nos auditeurs, font partie quand même des premiers employeurs sur Montpellier. Et vous parliez de règles. Est-ce que les règles justement d'appel d'offres pour privilégier les acteurs du territoire seront revues sous votre mandature? Mais je vais vous dire une chose, je vais être très clair. On est devant une crise économique et sociale très importante. Quand j'étais président de la commission d'appel d'offres du département de l'Hérault pendant 2 ans, on a réussi à ce que 55% des appels d'offres soient des entreprises héroltaises. Donc, la commande publique a soutenu l'emploi local dans le respect parfait des règles de concurrence européenne. Voilà. Parce que nous faisons monter en gamme le savoir-faire de nos entreprises. Et je le dis tout net, nous allons travailler avec les acteurs de notre territoire. Et je vais les inviter à monter en puissance en matière d'innovation. Parce que quand on a la chance d'avoir un écosystème comme celui-ci, eh bien, plus il va monter en compétences, plus il va monter en innovation, plus lui il va pouvoir aller travailler ailleurs. Et donc, le territoire, ça doit être le laboratoire de recherche et développement. Je prends un exemple qui n'est pas lié à l'urbanisme. Mais on a la chance d'avoir l'entreprise Nicolin à Montpellier, qui est un groupe national et européen. Enfin, il faut qu'il soit exemplaire sur la collecte et le traitement des déchets. Et donc, il faut qu'on favorise de l'innovation ici pour qu'il aille ensuite ailleurs. Si nous relevons le défi de la transition écologique, et si je suis maire, nous ferons entrer Montpellier dans ce défi, mais il y a 30 ans de travail entre la rénovation thermique des bâtiments, sur l'innovation en matière de construction dans des territoires de projet. Et donc, ceux qui s'engageront dans ce mouvement, ceux qui s'uniront dans ce mouvement pour Montpellier, eh bien, seront les acteurs. Nous avons besoin des investisseurs privés, nous avons besoin des savoir-faire de ces entreprises-là pour le mettre en œuvre. Et Coralimention, Mickaël Delafosse et l'ensemble de l'équipe croient à cela. Et d'ailleurs, je fais observer que dans notre liste, c'est celle qui comporte le plus de chefs d'entreprise, qui sont des forces vives indispensables au développement du territoire. Oui, mais quelles mesures spécifiques pour encourager la création d'emplois? Parce que nous allons être, et vous allez être, devant un problème immédiat, celui de la création d'emplois. Je vais très vite parce que notre temps est compté. Ouais. Et merci de me donner 5 minutes. Je vais très vite. La création d'emplois, c'est la responsabilité des chefs d'entreprise. Celle du maire, c'est de garantir un écosystème favorable à la création d'entreprise. Dès mon élection, tous les 15 jours, une task force avec la CCI, la CPME, le MEDEF, l'ensemble des chambres, tous les 15 jours, on se réunit, on fait un point, on s'échange, on coopère et on fait un point sur la situation de chaque filière. On les tient informés, on discute de nos investissements. Nous allons mener cette bataille. Je ne vais pas dire on va faire ci, on va faire ça. Je dis on va faire ensemble pour pouvoir relever ces défis. Montpellier uni, c'est un esprit de coopération, rassembler nos forces. Et les acteurs économiques ont joué un rôle remarquable dans cette crise. Et la façon dont ils se sont comportés,
oblige les responsables politiques. Très vite, Michael, quelques mots sur Aude à la mer, parce que et on ne peut pas négliger cette thématique-là. Je le dis tout net, en décembre 2014, l'actuel maire de Montpellier a signé une promesse de vente au groupe Frey autorisant non pas juste le redéploiement des commerces, mais l'extension commerciale de 70 000 m². Il y a posé sa signature. Première décision du conseil d'administration de la SAM, la société d'aménagement, ajourner le projet Aude à la mer. Pourquoi ? Pas question d'avoir un 2 fois Odysseum aux portes de la ville. Pourquoi ? Parce que je veux protéger le commerce de l'Écusson. L'Écusson sera la priorité de ce mandat et le commerce des quartiers. Parce que justement, dans notre ville, il faut pouvoir aller faire ses courses à pied. Il faut trouver une boucherie, il faut trouver du prêt-à-porter, il faut trouver un boulanger. C'est ça le lien social. Et donc c'est une ville qui s'apaise. C'est une ville sobre. C'est une ville où on cultive l'art de vivre. Et je crois que l'art de vivre doit se cultiver à Montpellier et pas nécessairement dans les centres commerciaux. Pour accompagner votre souffle et les derniers mots sur votre forme de gouvernance quand même, puisqu'on a bien compris que vous alliez garder la présidence de la métropole. Je serai candidat à la présidence de la métropole. Avec des chances de l'obtenir puisque... Et je le serai dans un état d'esprit d'apaisement. Il faudra travailler avec l'ensemble des maires, avec l'ensemble des élus municipaux. La métropole a été transformée en champ de bataille. Vous savez, le maire de Latte démis de sa vice-présidence, le maire de Gramel démis de sa vice-présidence, le maire de représentant de Castelnau démis de sa vice-présidence parce qu'il ne voulait pas adhérer à la République En Marche. Bon, moi, je ne comprends pas ça. Moi, ce que je dis, c'est que vous soyez de gauche ou de droite, vous êtes maire de la métropole et nous devons pouvoir travailler ensemble. Nous devons pouvoir nous confronter sur des projets. Et j'appelle donc à d'une gouvernance conflictuelle. Je propose une gouvernance apaisée. Et vous m'avez souvent reçu à Aviva. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir m'adresser aux auditeurs. Mon tempérament est souvent plein de souffle, mais je suis très attaché au respect. Nous habitons la même planète, nous habitons la même ville. Nous avons tant de choses à faire ensemble. Trop de murs, trop de guerres, trop d'outrances, trop de violence. Il faut aujourd'hui donner une autre image. Montpellier est la ville de l'humanisme. Dans une ville qui revendique l'humanisme depuis tant d'années, il faut savoir tendre la main à l'autre, savoir faire des compromis qui ne sont pas des humiliations, qui sont la définition d'une chose qui est fondamentale, l'intérêt général. Michael Delafosse, il nous reste vraiment quelques instants. En un mot, quelle serait votre première décision si vous êtes donc maire et président de la métropole ? Et on terminera là-dessus. Vous savez que je vais avoir beaucoup de travail au mois de juillet, ainsi que toutes mes équipes. Ma première décision, c'est de ne pas prendre de vacances. Je vais vous le dire très clairement. On va prendre toutes les mesures de soutien aux acteurs économiques parce qu'il n'y a pas eu de conseil municipal depuis le 19 décembre. C'est une exception française. Et donc, il va falloir voter un certain nombre de délibérations pour accompagner en urgence tous ceux qui essayent matin, midi et soir de sauver des emplois. Parce que la grande bataille de l'emploi, elle est devant nous. Et donc, un certain nombre de mesures sont prises. L'arrêt de Aude à la mer pour envoyer un signal de confiance à l'ensemble des commerçants, mais aussi à tous ceux qui croient à un autre modèle de développement de notre ville. Pas les modèles des années 70 qui ont été défendus à l'époque. Et c'est une conception maintenant datée. Ce sera la mise en œuvre de la gratuité des transports. Première étape, le week-end, le vendredi après-midi. Mesures de pouvoir d'achat, mesures de soutien au commerce de notre centralité, ce joyau qu'est l'Écusson. Pour finir de manière ludique, depuis quand rêvez-vous d'être maire ? Depuis quand des gens me disent, je voudrais répondre comme ça, depuis combien de temps des gens me disent ce petit, il ferait peut-être un bon maire. Il y avait un certain Georges Frêche un jour qui m'avait crié sur ça, avec sa voix légendaire, et d'autres amis qui sont auxquels je pense en cet instant, qui hélas sont plus là. Quand j'ai décidé de poser ma candidature, je l'ai dit il y a 4 ans, parce que j'avais le sentiment que le maire actuel ne répondait pas aux défis de notre ville. S'il avait été à la hauteur, je ne serais pas là à vous parler. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup consulté, beaucoup écouté. J'ai beaucoup appris au contact des Montpelliérains et des Montpelliéraines. Et je leur dis avec sérénité, le 28 juin, ils auront un maire, s'ils me font confiance, à la hauteur de l'ambition qu'ils ont pour leur ville, un maire qui rassemble, un maire qui unit Montpellier. Michael Delafosse, je rappelle que vous menez la liste Montpellier Uni. Merci à vous. Merci à vous, Radio Aviva.
Patrice, Armand, merci à tous les deux. Merci Thomas, merci Mickaël Mickaël. Delafosse. Et je rappelle très rapidement que cette interview sera disponible sur notre page Facebook. Et c'est ainsi que se termine cette émission. À très bientôt sur les ondes de Radio Aviva. Élections municipales 2020. Radio Aviva donne la parole aux candidats de Montpellier.